L'air matinal était chargé de la promesse d'une autre journée étouffante dans la ville, et Élodie Martel se retrouvait au bord de ce qu'elle ne pouvait décrire que comme le moment le plus mortifiant de ses 26 années d'existence sur cette terre. Le café, avec ses murs de briques apparentes prétentieux et tout ce qui s'y trouvait d'artisanal, bourdonnait des conversations de ceux qui possédaient à la fois le loisir et les moyens de dépenser 14 € pour une seule tasse de ce qui n'était, en essence, que de l'eau chaude filtrée à travers des grains moulus. Elle n'avait pas eu l'intention de s'y trouver du tout. En effet, sa présence était née de la nécessité plutôt que du choix, car son ancien ordinateur portable avait finalement cédé à l'inévitable marche de l'obsolescence technologique, et elle avait besoin de la connexion sans fil de l'établissement pour soumettre la version finale de sa thèse sur le développement urbain durable. La thèse elle-même représentait 3 ans de recherche minutieuse, d'innombrables nuits blanches, et l'érosion progressive du peu d'économie qu'elle avait réussi à accumuler pendant ses études supérieures. Élodie avait toujours possédé ce que sa défunte grand-mère avait qualifié de tendance malheureuse à la droiture, un trait qui lui servait bien dans les discours académiques, mais s'avérait plutôt moins avantageux dans les questions pratiques de l'existence quotidienne. C'était cette droiture même qui l'avait conduite à poursuivre un diplôme en urbanisme, animé par une croyance presque chimérique qu'elle pourrait contribuer d'une manière ou d'une autre à la création de villes plus équitables. En ce matin particulier, cependant, la droiture avait été éclipsée par le désespoir. La soutenance de sa thèse était prévue pour la semaine suivante, et elle avait découvert, à son horreur, que la version finale contenait une erreur de formatage qui menaçait de saper des mois de travail. Le laboratoire informatique de l'université était fermé pour maintenance. Sa colocataire Sophie était partie pour une retraite de week-end avec son insupportablement riche petit ami, et l'ordinateur portable d'Élodie avait choisi ce moment pour émettre ce qui ne pouvait être décrit que comme un râle d'agonie, avant de n'afficher plus qu'un écran vide. Ainsi elle s'était retrouvée au Café du Moulin, sirotant une seule tasse de leur offre la moins chère, un mélange maison qui, malgré son prix modeste, représentait encore une part importante de son budget alimentaire hebdomadaire. Elle s'était positionnée à une petite table près de la fenêtre, ses papiers étalés devant elle comme les composants d'un rituel élaboré, lorsque le destin choisit d'intervenir sous la forme d'une collision qui allait modifier la trajectoire de son existence. La collision elle-même était sans particularité dans sa mécanique. Une grande silhouette dans un costume anthracite impeccablement taillé, son attention absorbée par l'écran lumineux de ce qui semblait être un smartphone extraordinairement coûteux, ne remarqua pas l'arrangement soigneux des documents de recherche d'Élodie. Le contact subséquent entre sa chaussure en cuir italien et le pied de la table d'Élodie envoya son ordinateur portable, déjà précairement équilibré, basculer vers le sol carrelé impitoyable en dessous. Le temps, comme il le fait souvent dans les moments de crise, sembla s'allonger. Élodie regarda avec le détachement particulier qui accompagne le choc alors que ses 3 années de travail se transformaient en une cascade de fragments de plastique et de métal. L'ordinateur portable heurta le sol avec un bruit qui sembla résonner à travers son âme même. Un son qui parlait de rêves brisés et d'aspirations anéanties, de prêts étudiants qui ne seraient jamais remboursés, et d'un avenir qui venait de devenir infiniment plus incertain. L'homme en costume, grand avec des traits qui suggéraient à la fois le privilège et l'hypothèse confortable que ce privilège était son droit naturel, regarda la destruction avec ce qui semblait être une légère irritation, plutôt que de l'inquiétude. Ses cheveux, remarqua Élodie avec la clarté qui accompagne parfois l'extrémité émotionnelle, étaient de la couleur du miel foncé, parfaitement coiffés d'une manière qui parlait de salon coûteux et d'entretien régulier. Sa mâchoire possédait le genre de lignes fortes qui suggéraient une bonne éducation et une meilleure nutrition, tandis que ses yeux, d'une nuance étonnante de gris, regardèrent la scène avec le genre d'évaluation détachée qu'on pourrait employer en observant un phénomène intéressant mais finalement sans conséquence. « Eh bien, dit-il, sa voix portant les tons polis des écoles privées et des éducations de grande école, c'est malheureux. » Le mot « malheureux » semblait flotter dans l'air entre eux comme un défi. Élodie sentit quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui avait été soigneusement contenu par des années de stress financier et de conditionnement social, commençait à s'étendre et à chauffer. Cet homme, avec ses chaussures à 1000 € et son rejet désinvolte de ce qui représentait toute sa carrière universitaire, venait de réduire la destruction de l'œuvre de sa vie à un inconvénient mineur. « Malheureux ?» répéta-t-elle se levant de sa chaise avec un mouvement qui sembla les surprendre tous les deux. « Malheureux, c'est manquer son train. Malheureux, c'est manquer de lait. Ceci,
Elle fit un geste vers les restes de son ordinateur portable. Ceci est catastrophique. Il leva un sourcil, un geste qui parvint à transmettre à la fois l'amusement et la condescendance à parts égales. Je suis sûr que l'assurance couvrira. L'assurance? Le mot s'échappa de ses lèvres comme quelque chose entre un rire et un cri. L'assurance? Pensez-vous que j'ai une assurance pour un ordinateur portable de 7 ans tenu ensemble par du ruban électrique et des prières? Pensez-vous que j'ai le luxe d'assurer des choses que je peux à peine me permettre de posséder en premier lieu? Le café était devenu silencieux autour d'eux, le bavardage matinal habituel s'estompant alors que d'autres clients tournaient leur attention vers le drame qui se déroulait. Élodie était vaguement consciente de devenir un spectacle, mais cette réalisation ne servit qu'à alimenter le feu qui avait commencé à brûler dans sa poitrine. « Écoutez », dit l'homme, mettant la main dans sa veste avec l'aisance décontractée de quelqu'un habitué à résoudre des problèmes avec des ressources financières, « je peux vous faire un chèque. » « Un chèque ?» La voix d'Élodie s'éleva à un ton qui l'aurait embarrassé dans d'autres circonstances. « Vous pensez que vous pouvez simplement faire un chèque et faire disparaître tout cela ? Cet ordinateur portable contenait 3 ans de recherche, 3 ans d'entretien avec des leaders communautaires, d'enquêtes auprès des résidents dans des ensembles de logements à faible revenu, d'analyse des réglementations de zonage que j'ai passé des mois à apprendre à naviguer. Vous ne pouvez pas faire un chèque pour les nuits où je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, essayant de comprendre les budgets municipaux et les rapports d'impact environnemental. » L'expression de l'homme changea légèrement. Le rejet désinvolte remplacé par quelque chose qui aurait pu être de la surprise. Il vint à l'esprit d'Élodie qu'il n'était peut-être pas habitué à être abordé de cette manière, que sa richesse l'avait isolé du genre d'émotions brutes qu'elle affichait actuellement. De plus, continua-t-elle, sa voix prenant de l'élan comme un train qui prend de la vitesse, cette thèse représente mon seul espoir de gagner un diplôme qui pourrait me permettre de contribuer de manière significative à ce monde. Pendant que vous êtes là dans votre costume sur mesure, probablement valant plus que ce que je dépense en loyer en 6 mois, décidant si la destruction des rêves de quelqu'un d'autre justifie le léger inconvénient de tendre la main vers votre chéquier, il y a des familles dans cette ville qui vivent dans des logements de qualité inférieure parce que des gens comme vous traitent tout, et tout le monde, comme un autre problème à résoudre avec de l'argent. Le café était devenu complètement silencieux maintenant, l'agitation matinale suspendue dans la fascination alors qu'Élodie déchaînait des années de frustration accumulées sur ce représentant malheureux de tout ce qu'elle en était venue à détester à propos de l'inégalité et du privilège. Vous traversez le monde en supposant que votre richesse vous donne le droit d'être négligent, poursuivit-elle, sa formation universitaire donnant structure à sa colère. Vous heurtez la table de quelqu'un, détruisez son travail, ses espoirs, son avenir, et votre premier instinct est de tendre la main vers votre portefeuille, parce que vous n'avez jamais eu à considérer que certaines choses, certaines pertes, ne peuvent pas être rachetées à l'existence. Vous habitez une réalité où chaque problème a une étiquette de prix, où chaque erreur peut être effacée avec la dénomination correcte de la monnaie. L'homme ouvrit la bouche comme pour parler, mais Élodie était loin d'avoir terminé. Et la partie la plus exaspérante, dit-elle, sa voix descendant à un ton qui portait en quelque sorte plus de poids que son explosion précédente, c'est que vous allez partir de cette rencontre et l'oublier dans l'heure. Vous raconterez à quelqu'un dans votre bureau l'histoire de la femme folle qui vous a crié dessus dans un café, et ils en riront tous bien pendant le déjeuner dans un restaurant qui facture 50 € pour une salade. Pendant ce temps, j'expliquerai à mon directeur pourquoi ma soutenance de thèse doit être reportée, suppliant l'université pour une prolongation que je ne recevrai probablement pas, et essayant de comprendre comment recréer 3 ans de travail, sans ressources et sans temps. Le silence qui suivit ces paroles était profond. Élodie se tenait là, respirant lourdement, soudainement consciente que chaque personne dans l'établissement la regardait. L'homme au costume coûteux la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était ni la colère à laquelle elle aurait pu s'attendre, ni le dédain auquel elle s'était habituée à recevoir de ceux de sa classe sociale évidente. Au lieu de cela, ses yeux gris contenaient quelque chose qui ressemblait presque à de la curiosité, comme si elle lui avait présenté un puzzle qu'il n'avait pas rencontré auparavant et n'était pas tout à fait certain de savoir résoudre. « Mademoiselle », dit-il finalement, sa voix plus calme qu'avant, « je pense que vous avez peut-être mal compris. »« Oh, je comprends parfaitement », interrompit Élodie, rassemblant ses papiers éparpillés avec des mains qui tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline qui coulait encore dans son système. « Je comprends que vous n'avez jamais eu à vous soucier du coût de quoi que ce soit, y compris des conséquences de vos actions. » « Je comprends que vous voyez des gens comme moi comme un bruit de fond dans votre existence charmée. »
Et je comprends que cette conversation est inutile, parce que nous habitons des mondes entièrement différents. Elle avait commencé à fourrer ses papiers dans son sac en toile usée, quand elle entendit une nouvelle voix, une voix de femme, cultivée, et portant l'autorité incontestable de quelqu'un habitué au commandement. Jean-Luc Alexandre Beaumont. L'homme en costume, Jean-Luc apparemment, se tourna vers l'oratrice avec une expression qu'Élodie ne pouvait décrire que comme une crainte résignée. La femme s'approchant de leur table avait peut-être 60 ans, impeccablement habillée d'une manière qui suggérait à la fois une richesse substantielle et un excellent goût. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un élégant chignon, et sa posture parlait d'école de finition et de bal de cotillon. Mais c'était en ses yeux, du même gris saisissant que ceux de Jean-Luc, qui attirèrent l'attention, car il portait une expression de profonde désapprobation dirigée entièrement vers son apparent rejeton. « Mère », dit Jean-Luc, le seul mot portant des volumes d'explications et d'excuses. « Ne me mère pas », répondit la femme, sa voix portant le genre d'autorité nette qu'Élodie associait aux directrices de pensionnats exclusifs. « J'ai été témoin de tout cet échange, et je suis consterné par ton comportement. » Élodie, serrant son sac contre sa poitrine comme un bouclier, se retrouva prise entre le désir de fuir et une fascination à regarder Jean-Luc recevoir ce qui semblait être une réprimande publique de sa formidable parent. « Madame Beaumont », commença Jean-Luc, mais sa mère le fit taire d'un regard qui aurait pu geler l'eau courante. « Cette jeune femme, dit-elle, faisant un geste vers Élodie avec une main gracieuse ornée de ce qui était sans doute de véritables perles, vient de livrer la défense la plus éloquente et passionnée de la responsabilité personnelle que j'ai entendue depuis des décennies, et tu te tiens là comme si elle parlait une langue étrangère. » Élodie sentit la chaleur monter à ses joues, alors que l'attention de la femme se tournait vers elle. « Ma chère, » continua Madame Beaumont, « s'il vous plaît, ne permettez pas que le manque de manière consternant de mon fils reflète mal sur son éducation, bien que je commence à me demander si j'ai peut-être échoué quelque part dans le processus. C'est-à-dire, bégaya Élodie, se retrouvant complètement à court de mots. La juste colère qu'il avait portée à travers sa confrontation avec Jean-Luc semblait l'avoir complètement abandonné face au soutien inattendu de sa mère. « Palivernès, dit vivement Madame Beaumont, vous vous êtes exprimé magnifiquement. Jean-Luc, j'espère que tu as l'intention de réparer cette situation ?» Jean-Luc, qui avait observé cet échange avec une expression de perplexité croissante, sembla réaliser qu'une réponse était attendue. « Bien sûr, mère. » J'essayais d'expliquer que je serais heureux de remplacer l'ordinateur portable et couvrir les frais de récupération de données et compenser tout retard professionnel et organiser un équipement temporaire pendant que la situation est résolue, termina sa mère avec aisance. Le strict minimum de ce que toute personne décente ferait après avoir causé une telle perturbation. Élodie se retrouva à fixer cette alliance inattendue. J'apprécie le geste, mais je ne pourrais absolument pas accepter, ma chère enfant, interrompit Madame Beaumont, son ton s'adoucissant considérablement. La fierté est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre pour le moment. Mon fils vous a causé des difficultés importantes par sa négligence. Accepter son aide pour rectifier la situation n'est pas de la charité, c'est de la justice. La femme plus âgée se retourna vers Jean-Luc avec une expression qui réussissait en quelque sorte à transmettre à la fois l'affection maternelle et une profonde déception. « Je t'ai élevé pour être meilleur que cela, » dit-elle tranquillement. « Ton père et moi t'avons donné tous les avantages, toutes les opportunités pour te développer en un homme de caractère et de compassion. Te tenir dans un café traitant la détresse très réelle de quelqu'un comme un inconvénient mineur à résoudre avec un paiement rapide n'est pas le comportement du fils que je pensais avoir élevé. » La mâchoire de Jean-Luc se resserra, et Élodie aperçut quelque chose, peut-être de la défense, peut-être de la honte, passer sur ses traits. « Mère, vous ne comprenez pas la situation. Je comprends parfaitement, » répondit Madame Beaumont. « Je comprends que tu ne faisais pas attention à ton environnement. Je comprends que ta négligence a entraîné des dommages à la propriété de cette jeune femme et une perturbation significative de son travail académique. Et je comprends que ta réponse immédiate a été de traiter sa détresse comme quelque chose qui pouvait être rapidement résolu avec de l'argent, plutôt que de reconnaître l'impact réel de tes actions. » Elle fit une pause, étudiant le visage de son fils avec le genre de regard pénétrant qu'Élodie imaginait pouvoir extraire des aveux des criminels les plus endurcis. « Ce que je ne comprends pas, » continua-t-elle, « c'est quand tu es devenu le genre de personne qui traverse le monde, en supposant que la richesse t'absout du besoin de courtoisie et de considération de base.
Le silence qui suivit cette déclaration était peut-être encore plus profond que celui qui avait accueilli l'explosion initiale d'Élodie. Autour d'eux, le café avait commencé à reprendre son rythme normal, mais Élodie restait figée sur place, serrant son sac et essayant de traiter la nature surréaliste de la situation dans laquelle elle se trouvait. Ce fut Madame Beaumont qui rompit le silence, se tournant vers Élodie avec un sourire qui transformait toute sa physionomie. « Ma chère, je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Marguerite Beaumont, et voici mon fils Jean-Luc, qui va passer le reste de cette matinée à s'assurer que tous les aspects de cette situation sont résolus à votre entière satisfaction. » Élodie regarda entre la mère et le fils, remarquant la façon dont l'expression de Jean-Luc était passée de défensive à quelque chose qui approchait la résignation. « Élodie Martel ?» réussit-elle à dire, tendant sa main quelque peu timidement. « Élodie ?» répéta Madame Beaumont, comme si elle testait le son du nom. « Un joli nom. Et vous avez mentionné une thèse? Dans quel domaine? »« L'urbanisme ?» répondit Élodie, se sentant toujours comme si elle participait à la conversation de quelqu'un d'autre. Plus précisément, les stratégies de développement durable pour les communautés à faible revenu. Quelque chose dans l'expression de Madame Beaumont changea, un regard d'intérêt authentique remplaçant le sourire social poli qu'elle avait affiché. Comme c'est fascinant et noble. Le monde a grand besoin de jeunes gens ayant à la fois l'intelligence et la conviction morale pour relever de tels défis. Elle se retourna vers Jean-Luc, qui avait écouté cet échange avec une expression qu'Élodie ne pouvait pas tout à fait interpréter. « Jean-Luc, je crois que tu as mentionné que Beaumont Développement cherchait des consultations sur ce projet de logement abordable au centre-ville. Peut-être que l'expertise de Mademoiselle Martel pourrait s'avérer précieuse. » Élodie sentit son souffle se couper. Beaumont Développement, elle reconnaissait le nom de ses recherches, une des sociétés de développement immobilier les plus influentes de la ville. Le genre d'organisation qui considérait généralement les exigences de logement abordable comme des obstacles à minimiser plutôt que des opportunités à saisir. « Mère, dit Jean-Luc, son ton portant une note d'avertissement. « Je ne pense pas. Je pense, interrompit Madame Beaumont, sa voix portant une pointe d'acier sous la courtoisie polie, que cela pourrait être une excellente opportunité pour toi de démontrer que le nom de la famille Beaumont représente encore quelque chose de significatif dans cette communauté. » Elle reporta son attention sur Élodie, qui commençait à se sentir comme si elle avait involontairement mis le pied dans le drame familial de quelqu'un d'autre. « Mademoiselle Martel, seriez-vous intéressée à discuter de vos recherches autour d'un déjeuner? Je confesse que je suis assez curieuse d'en savoir plus sur votre travail sur le développement durable. » Élodie regarda entre la mère et le fils, remarquant le jeu complexe d'émotions qui passait sur les traits de Jean-Luc. Il se passait ici quelque chose qui allait bien au-delà de la simple question d'un ordinateur portable cassé, un courant plus profond de dynamique familiale et d'attente qu'elle pouvait sentir, mais pas pleinement comprendre. « Oui », s'entendit-elle dire, bien qu'elle ne soit pas tout à fait certaine de savoir pourquoi. « Oui, j'aimerais beaucoup cela. » Le sourire de Madame Beaumont s'élargit, et Élodie aperçut l'intelligence formidable qui se trouvait sans doute sous l'élégant extérieur de la femme. « Excellent. Jean-Luc, je suppose que tu peux organiser pour que la situation informatique de Mademoiselle Martel soit résolue immédiatement. Et je veux dire immédiatement. » Jean-Luc acquiesça, sortant son téléphone avec le genre d'efficacité résignée qui suggérait qu'il était habitué à exécuter les directives de sa mère, aussi inattendues qu'elles puissent être. « Je ferai livrer un ordinateur portable de remplacement dans l'heure, avec un technicien pour tenter la récupération de données du disque endommagé. Et de l'équipement de secours, ajouta doucement Madame Beaumont, au cas où le processus de récupération prendrait du temps. Bien sûr, répondit Jean-Luc, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran du téléphone. Élodie observa cet échange avec un sentiment croissant d'irréalité. 1 heure auparavant, elle essayait désespérément de formater sa thèse. Maintenant, elle se retrouvait la bénéficiaire inattendue de ressources qu'elle n'aurait jamais pu imaginer avoir accès, offertes par une femme qui était apparue, semblant de nulle part, pour défendre sa cause. « Madame Beaumont » commença-t-elle, incertaine de comment exprimer les questions tourbillonnant dans son esprit, « je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi vous êtes si gentille avec moi. » L'expression de la femme plus âgée s'adoucit, et pendant un moment, Élodie entrevit quelque chose de presque vulnérable sous l'extérieur composé. « Ma chère, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à me demander quel genre d'héritage ma famille laissera dans ce monde. Mon mari a bâti Beaumont Développement pour en faire une des entreprises les plus prospères de la région, et Jean-Luc héritera de ce succès. Mais le succès sans but, la richesse sans responsabilité, le privilège sans compassion, ces choses ne créent rien de valeur durable.
Elle jeta un coup d'œil à son fils, qui avait terminé ses appels téléphoniques, et regardait leur conversation avec une expression qu'Élodie ne pouvait toujours pas déchiffrer. Votre passion pour la justice, votre engagement à servir ceux qui ont été mal desservis, votre volonté de dire la vérité indépendamment des conséquences, ces qualités sont devenues désespérément rares dans nos cercles. Je me retrouve à me demander ce qui pourrait se passer si quelqu'un avec vos convictions avait accès aux ressources nécessaires pour mettre en œuvre un véritable changement. Élodie sentit son pouce accélérer. Il y avait quelque chose dans le ton de Madame Beaumont qui suggérait que cette conversation se dirigeait vers quelque chose de bien plus significatif qu'un déjeuner et le remplacement d'un ordinateur portable. Je ne suis pas sûr de comprendre. Madame Beaumont échangea un regard avec son fils. Un regard chargé de signification qu'Élodie pouvait sentir, mais pas interpréter. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion dans un endroit plus privé, suggéra-t-elle. Jean-Luc, tu nous rejoindras pour le déjeuner, bien sûr. Ce n'était pas formulé comme une question, et Jean-Luc sembla le reconnaître. Bien sûr, mère. Alors qu'il se préparait à quitter le café, Élodie se retrouva prise dans une étrange suspension d'incrédulité. La matinée avait commencé par le désastre et le désespoir, s'était intensifiée en confrontation publique et se transformait maintenant en quelque chose qui ressemblait presque à une opportunité. Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle était emportée par des courants bien plus puissants qu'elle ne comprenait, guidée par une femme dont les motifs restaient magnifiquement, mystérieusement opaques. La dernière chose qu'elle remarqua en sortant du café fut la façon dont Jean-Luc lui tenait la porte. Un geste qui semblait automatique, inculqué par des années de conditionnement social, mais qui était exécuté avec une attention qui avait été absente lors de leur rencontre initiale. Quand elle le remercia, il croisa son regard directement pour la première fois, et elle fut frappée par la complexité des émotions qu'elle y entrevit. L'embarras, certainement, mais aussi quelque chose qui ressemblait presque à de la curiosité, comme si elle, comme sa mère, lui avait présenté un puzzle qu'il ne s'attendait pas à rencontrer, et n'était pas tout à fait certain d'être prêt à résoudre. Le restaurant où Madame Beaumont les conduisit était précisément le genre d'établissement qu'Élodie avait imaginé quand elle parlait de salade à 50 €, une oasis de luxe discret où l'absence de prix sur le menu servait d'élégant rappel que si l'on avait besoin de s'enquérir du coût, on n'appartenait pas à cet endroit. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur des tables habillées de lin blanc amidonné, tandis que le personnel en uniforme se déplaçait avec le silence pratiqué de ceux formés pour anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Élodie était consciente de son jean usé et de son blazer de seconde main, alors qu'ils étaient escortés vers une table d'angle qui semblait avoir été réservée à l'avance, bien qu'elle ne puisse pas se rappeler de Madame Beaumont faisant des appels téléphoniques. Jean-Luc avait maintenu un silence presque complet pendant leur bref voyage dans la voiture avec chauffeur de sa mère, un véhicule qui suggérait à la fois une richesse substantielle et un goût raffiné sans tomber dans l'étalage ostentatoire. Élodie s'était retrouvée assise entre la mère et le fils, fortement consciente de la tension qui semblait émaner de Jean-Luc, comme la chaleur d'un radiateur. Sa mère, en revanche, avait rempli le voyage avec des questions gracieuses sur les antécédents d'Élodie, ses études, ses aspirations, toutes délivrées avec le genre d'intérêt authentique qui suggérait qu'elle possédait à la fois l'intelligence pour comprendre les réponses et l'empathie pour apprécier leur signification. Maintenant, alors qu'ils s'installaient à leur place et qu'Élodie tentait de déchiffrer un menu écrit dans ce qui semblait être un mélange de français et de prétention, elle se retrouvait à se demander encore une fois comment une matinée qui avait commencé par une catastrophe académique avait conduit à cet engagement de déjeuner surréaliste. Madame Beaumont avait commandé du vin, une bouteille dont le millésime suggérait qu'elle était plus âgée qu'Élodie elle-même, sans consulter ses compagnons, un geste qui parlait à la fois de son autorité et de sa certitude que ses choix s'avéreraient acceptables. « Élodie, ma chère », commença Madame Beaumont, une fois que le sommelier eut terminé son rituel élaboré de présentation du bouchon et de dégustation, « je confesse que j'ai réfléchi à notre conversation dans le café et je me trouve de plus en plus intrigué par vos recherches. Le développement durable pour les communautés à faible revenu représente exactement le genre de défi qui nécessite à la fois une pensée innovante et un courage moral. » Élodie accepta son verre de vin avec des mains qui tremblaient légèrement. Que ce soit de nervosité ou des effets persistants de sa poussée d'adrénaline précédente, elle ne pouvait le dire. « Merci. Ça a été un travail difficile. La plupart des sociétés de développement voient les exigences de logement abordables
comme des obstacles au profit, plutôt que des opportunités d'impact positif. Elle jeta un coup d'œil à Jean-Luc en parlant, remarquant la façon dont sa mâchoire se resserra presque imperceptiblement. Que cette réaction provienne de l'inconfort face à la critique implicite de son industrie ou d'une autre source, elle ne pouvait le déterminer. En effet, acquiesça Madame Beaumont, prenant une délicate gorgée de vin. Et cette myopie a créé de nombreux problèmes pour notre communauté. Jean-Luc, peut-être pourrais-tu partager tes réflexions sur l'état actuel des initiatives de logement abordables dans le centre-ville? Jean-Luc bougea sur son siège, ses yeux gris se déplaçant entre sa mère et Élodie, avec une expression qui suggérait qu'il naviguait dans des eaux traîtresses. Les exigences réglementaires sont certainement devenues plus complexes, dit-il prudemment. Les pressions du marché rendent difficile l'équilibre entre la rentabilité et les obligations communautaires. Élodie sentit une étincelle familière d'indignation s'allumer dans sa poitrine. Les pressions du marché, répéta-t-elle, posant son verre de vin avec peut-être plus de force que nécessaire. Est-ce ainsi que nous appelons l'exclusion systématique des familles qui travaillent d'un logement décent? Les pressions du marché? Élodie, murmura Madame Beaumont, mais son ton portait l'approbation plutôt que la censure. Peut-être pourriez-vous expliquer votre perspective sur ces pressions du marché? Volontiers, répondit Élodie, s'échauffant sur son sujet malgré l'environnement intimidant. Le modèle actuel traite le logement comme une marchandise plutôt qu'un droit humain. Les promoteurs se concentrent sur la maximisation du retour sur investissement, ce qui les conduit naturellement à construire pour les tranches de revenus les plus élevées. Pendant ce temps, les familles gagnant des salaires médians, enseignants, pompiers, infirmières, les personnes qui font réellement fonctionner les communautés, sont systématiquement exclues des quartiers où elles travaillent par les prix. Jean-Luc se pencha légèrement en avant, son attention apparemment captée malgré lui. Mais les sociétés de développement doivent rendre des comptes aux investisseurs. Nous ne pouvons pas simplement ignorer les réalités économiques des coûts de construction et des exigences de financement. Je ne suggère pas d'ignorer les réalités économiques, répondit Élodie, sa formation universitaire l'aidant à maintenir un ton mesuré malgré sa passion croissante. Je suggère que ces modèles économiques sont artificiellement étroits. Ils externalisent les coûts sociaux, comme les dépenses liées aux trajets plus longs, la rupture de la cohésion communautaire, la perte de diversité économique qui rend les quartiers résilients. Une analyse économique véritablement complète tiendrait compte de la valeur à long terme des communautés à revenus mixtes. Madame Beaumont observait cet échange avec l'expression de quelqu'un qui observe un match d'échecs particulièrement engageant. Élodie, vous avez mentionné dans votre discours au café qui était assez éloquent, soit dit en passant, que vous avez mené des entretiens avec des leaders communautaires. Que vous ont-ils dit à propos de leurs défis en matière de logement? Élodie se sentit se détendre légèrement alors que la conversation se dirigeait vers ses recherches. Les histoires sont remarquablement cohérentes à travers différents quartiers. Des familles qui ont vécu dans des communautés depuis des générations sont déplacées par l'augmentation des loyers. Les entreprises locales perdent leur clientèle lorsque la démographie change. Les enfants doivent changer d'école lorsque leurs familles ne peuvent plus se permettre de vivre dans leur district. Le tissu social qui fait des quartiers, plus que de simples collections de bâtiments, se déchire. Elle fit une pause, se souvenant de certains des entretiens les plus puissants qu'elle avait menés. J'ai parlé avec une femme nommée Marie Dubois qui a travaillé comme assistante d'enseignante pendant 23 ans dans la même école primaire. Elle a vu 3 générations de familles passer par le quartier, a aidé des enfants à apprendre à lire, a participé à des réunions de parents d'élèves et à des festivals communautaires. Puis son loyer a doublé en 2 ans et elle a dû déménager à 40 km. Elle fait toujours le trajet chaque jour parce qu'elle ne supporte pas d'abandonner les enfants, mais elle ne fait plus partie de la communauté qu'elle a servie pendant plus de 2 décennies. Jean-Luc était devenu silencieux pendant ce récit, son verre de vin oublié, alors qu'il écoutait avec ce qui semblait être une attention authentique. Lorsqu'Élodie termina, il resta silencieux pendant plusieurs moments avant de parler. Je n'avais pas considéré le coût humain en ces termes, admit-il, sa voix portant une note de quelque chose qui aurait pu être de l'inconfort avec sa propre perspective précédente. Quand nous analysons les projets de développement, nous nous concentrons sur les indicateurs financiers, la conformité réglementaire, les délais de construction. Les histoires que vous décrivez n'entrent généralement pas dans notre processus de prise de décision. Parce que vous n'avez pas à les voir, répondit Élodie, surprise par la douceur qui s'était glissée dans son propre ton. Les familles qui sont déplacées n'assistent pas aux mêmes événements sociaux, ne font pas leurs courses dans les mêmes magasins,
n'envoient pas leurs enfants dans les mêmes écoles. Leurs difficultés restent invisibles pour les personnes qui prennent les décisions qui affectent leur vie. Madame Beaumont avait suivi cet échange avec une satisfaction évidente, hochant occasionnellement la tête, comme si les paroles d'Élodie confirmaient une théorie privée qu'elle avait développée. Lorsque leur nourriture arriva, Élodie avait en quelque sorte réussi à commander quelque chose appelé « légumes de saison avec quinoa », qui s'avéra être à la fois délicieux et artistiquement arrangé. Elle utilisa l'interruption pour orienter la conversation dans une nouvelle direction. « Jean-Luc, dit-elle, coupant son saumon avec des mouvements précis, tu as mentionné que Beaumont Développement avait des difficultés avec la composante de logement abordable du projet Riverside. Peut-être que l'expertise d'Élodie pourrait s'avérer précieuse pour relever ces défis. » Élodie leva les yeux de son quinoa, soudainement alerte. Le projet Riverside avait été mentionné à plusieurs reprises dans ses recherches. Un développement mixte massif prévu pour le centre-ville qui avait généré une controverse communautaire significative. Le projet Riverside, j'ai lu à ce sujet dans les rapports de la commission d'urbanisme. Jean-Luc acquiesça, bien que son expression restât prudente. Ça a été plus complexe que ce que nous avions initialement anticipé. Les sessions de consultation communautaire ont été animées, répéta Élodie avec un léger sourire. J'ai assisté à l'une de ces sessions. Si par animé, vous voulez dire que les résidents ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant le déplacement et la gentrification. Alors oui, elles étaient assez animées. Vous étiez là ? Demanda Jean-Luc, la surprise évidente dans sa voix. Je menais des recherches sur l'engagement communautaire dans les projets de développement à grande échelle. Les représentants de votre entreprise semblaient quelque peu mal préparés pour le niveau d'opposition qu'ils ont rencontré. Madame Beaumont posa sa fourchette et regarda son fils avec une expression qui réussissait à transmettre à la fois l'affection maternelle et la déception professionnelle. Jean-Luc, je pense qu'il est temps que nous discutions de la vraie raison pour laquelle je voulais avoir ce déjeuner. Élodie ressentit un frisson d'appréhension. Tout au long du repas, elle s'était progressivement détendue dans la conversation, se trouvant véritablement engagée par le défi intellectuel de discuter du développement urbain avec quelqu'un qui, malgré son origine privilégiée, semblait capable de considérer des perspectives différentes de la sienne. Les paroles de Madame Beaumont, cependant, portaient un poids qui suggérait que l'agréable discussion académique était sur le point de se transformer en quelque chose de plus conséquent. « Mère », commença Jean-Luc, mais elle le fit taire d'un regard qu'Élodie commençait à reconnaître comme caractéristique. « Élodie, ma chère », continua Madame Beaumont, détournant son attention de son fils. « Je me demande si vous avez réfléchi à ce que vous pourriez faire après avoir obtenu votre diplôme. Avez-vous envisagé le travail de consultation ? J'ai postulé à des postes dans plusieurs organisations à but non lucratif et services d'urbanisme municipaux, répondit prudemment Élodie. Le marché de l'emploi académique est assez compétitif, alors j'essaie de garder mes options ouvertes. Et la rémunération pour de tels postes serait... Élodie sentit la chaleur monter à ses joues. La question d'argent la mettait toujours mal à l'aise, particulièrement en présence actuelle, où ses contraintes financières semblaient presque embarrassantes de modestie. Le travail à but non lucratif n'offre généralement pas de salaires élevés, mais l'opportunité d'avoir un impact significatif vaut plus que la compensation financière. Madame Beaumont échangea un autre de ses regards significatifs avec son fils. Parlez comme quelqu'un qui n'a jamais eu à choisir entre avoir un impact et payer son loyer, observa-t-elle, bien que son ton portât la compréhension plutôt que la critique. Et si je vous disais qu'il pourrait y avoir une opportunité de faire les deux ? Le pouls d'Élodie s'accéléra. Je ne suis pas sûr de comprendre. Beaumont Développement, expliqua Madame Beaumont, a bâti sa réputation sur des propriétés de luxe et des développements commerciaux haut de gamme. Nous avons connu un grand succès en termes financiers, mais je suis de plus en plus préoccupé par le fait que notre succès s'est fait au détriment de notre responsabilité envers la communauté plus large. Elle fit une pause, étudiant le visage d'Élodie comme si elle jaugeait sa réaction. J'essaie de convaincre Jean-Luc que l'avenir de l'entreprise dépend de l'adoption d'une approche plus holistique du développement, une qui considère l'impact social aux côtés du rendement financier. Malheureusement, il a été résistant au changement. Mère, intervint Jean-Luc, sa voix portant une note d'avertissement. Je ne pense pas que ce soit le lieu approprié pour... Au contraire, répondit sa mère avec aisance. Je pense que c'est exactement le lieu approprié. Élodie a démontré précisément le genre de vision et de passion dont Beaumont Développement a besoin s'il veut rester pertinent dans un marché en évolution. Élodie se retrouva à fixer Madame Beaumont, essayant de traiter les implications de ses paroles. M'offrez-vous un emploi ?
Je vous offre une opportunité, répondit la femme plus âgée. Un poste de consultante qui vous permettrait de terminer votre thèse tout en travaillant avec Beaumont Développement pour redessiner notre approche de l'engagement communautaire et de l'intégration du logement abordable. Le silence qui suivit cette déclaration était profond. Élodie était consciente que Jean-Luc la regardait intensément, bien qu'elle ne puisse pas déchiffrer son expression. L'offre était à la fois exaltante et terrifiante. Exactement le genre d'opportunité dont elle avait rêvé, présentée dans des circonstances qui semblaient presque trop surréalistes pour être authentiques. La rémunération, continua Madame Beaumont, serait substantiellement plus élevée que ce à quoi vous pourriez vous attendre d'un travail à but non lucratif, suffisante pour répondre à toutes les préoccupations financières que vous pourriez avoir concernant l'achèvement de votre éducation et le début de votre carrière. L'esprit d'Élodie courait. Les avantages pratiques d'un tel arrangement étaient évidents. Sécurité financière, expérience professionnelle, la chance d'influencer de véritables décisions de développement plutôt que de simplement les étudier d'une distance académique. Mais quelque chose dans l'expression de Jean-Luc suggérait que l'acceptation de l'offre de sa mère pourrait ne pas être aussi simple qu'il y paraissait. « Madame Beaumont, dit-elle prudemment, je suis flattée par votre confiance en mes capacités, mais je dois demander, Jean-Luc partage-t-il votre enthousiasme pour cet arrangement ?» Les deux femmes se tournèrent pour regarder Jean-Luc, qui avait suivi cet échange avec une expression de complexité croissante. Quand il parla, sa voix portait un mélange de résignation et de quelque chose qui aurait pu être du respect réticent. « Ma mère a un talent pour identifier des solutions non conventionnelles à des problèmes complexes, dit-il, ses yeux gris rencontrant directement ceux d'Élodie. Elle se trompe rarement sur les gens, bien que ses méthodes pour les réunir soient parfois inattendues. Ce n'est pas exactement une réponse, observa Élodie. Jean-Luc resta silencieux pendant un long moment, semblant considérer ses mots avec soin. Ce matin, vous m'avez accusé de vivre dans une bulle de privilèges, d'être déconnecté de l'impact réel des décisions d'affaires de ma famille. Vous n'aviez pas tort. Il fit une pause, jetant un coup d'œil à sa mère avant de continuer. Le projet Riverside a été plus difficile que tout développement que nous avons jamais entrepris, précisément à cause de l'opposition communautaire dont vous avez été témoin. Les approches traditionnelles des exigences de logement abordable, le minimum nécessaire pour satisfaire à la conformité réglementaire, ne sont clairement pas suffisantes pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. Élodie attendit qu'il continue, sentant qu'il travaillait vers une conclusion qui n'était pas encore pleinement formée dans son propre esprit. « Si vous deviez accepter ce poste de consultante, dit-il finalement, vous auriez l'autorité pour complètement réimaginer notre approche de l'engagement communautaire et de l'intégration du logement abordable. Accès complet au budget du projet, aux documents de planification, aux structures de financement. Le pouvoir de recommander des changements qui privilégieraient l'impact social, même s'ils réduisent la rentabilité à court terme. » Élodie sentit son souffle se couper. L'étendue de l'influence qu'il décrivait allait bien au-delà de tout ce qu'elle avait osé espérer au début de sa carrière. « Et vous soutiendriez de telles recommandations ? Je les mettrai en œuvre, » répondit Jean-Luc, son ton portant un poids qui suggérait que cet engagement n'était pas pris à la légère. « Avec le soutien de ma mère, vous auriez l'autorité pour prendre des décisions que je n'aurais peut-être pas la vision ou le courage de prendre indépendamment. » Madame Beaumont observait cet échange avec une satisfaction évidente, comme si elle était témoin de l'exécution réussie d'une stratégie complexe qu'elle développait depuis des mois. « Élodie, ma chère, j'espère que vous considérerez cette opportunité sérieusement. La chance d'influencer des décisions de développement à grande échelle de l'intérieur est rare, particulièrement pour quelqu'un au début de sa carrière. » Élodie regarda entre la mère et le fils, essayant de comprendre les dynamiques en jeu sous la surface de leur conversation polie. Il y avait clairement plus dans cette offre que la simple reconnaissance de ses références académiques, un agenda familial ou une motivation personnelle qu'elle pouvait sentir, mais pas pleinement comprendre. « Puis-je demander, dit-elle lentement, pourquoi cela est si important pour vous ? Vous avez construit une entreprise prospère en utilisant des approches traditionnelles. Pourquoi risquer de changer de stratégie maintenant ?» L'expression de Madame Beaumont devint sérieuse, le sourire social s'estompant pour révéler quelque chose de plus authentique et complexe. « Élodie, j'ai 73 ans. Mon mari a construit Beaumont Développement à partir de rien, et Jean-Luc héritera de cet héritage. Mais les héritages ne sont pas simplement financiers, ils sont moraux. Ils reflètent les valeurs et les choix de ceux qui les créent. » Elle fit une pause, son regard se tournant vers les grandes fenêtres du restaurant, où la ligne d'horizon de la ville était visible au loin, un mélange de tours étincelantes et de bâtiments plus anciens
qui parlait de décennies de développement et de changement. Je regarde cette ligne d'horizon, continua-t-elle, et je vois la contribution de ma famille à la croissance de cette ville. De beaux bâtiments, des projets réussis, des profits substantiels. Mais je vois aussi les communautés qui ont été déplacées, les familles qui ont été exclues par les prix, les coûts sociaux qui ont été externalisés à la poursuite du rendement maximal. Son attention revint à Élodie, et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans son expression. Je veux que Jean-Luc hérite d'une entreprise qui crée de la valeur, plutôt que de simplement l'extraire. Je veux que le nom Beaumont soit associé à un développement qui sert l'ensemble de la communauté, pas seulement sa portion aisée. Élodie se sentit profondément émue par la sincérité évidente de la femme plus âgée. L'offre devenait plus complexe avec chaque révélation, pas seulement une opportunité d'emploi, mais une chance de participer à ce qui équivalait à la tentative de transformation morale d'une famille. « Et si j'accepte » demanda-t-elle, « qu'impliquerait exactement mon rôle ?»« Initialement, » répondit Jean-Luc, « vous serviriez de liaison communautaire et de spécialiste du logement abordable pour le projet Riverside. Vous auriez l'autorité pour redessiner notre processus d'engagement communautaire, recommander des changements à la composante de logement abordable, et travailler directement avec les groupes de quartier pour répondre à leurs préoccupations. Le poste serait structuré comme un accord de consultation initialement, ajouta Madame Beaumont, vous permettant de la flexibilité pour terminer votre soutenance de thèse, tout en commençant votre travail avec l'entreprise. Après l'obtention de votre diplôme, nous discuterions de la possibilité d'un poste permanent avec des responsabilités élargies. Élodie se sentit comme si elle se tenait au bord d'une falaise, regardant vers un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer ce matin. Les avantages pratiques de l'opportunité étaient indéniables, mais quelque chose de plus profond l'attirait aussi. La chance de tester ses théories dans le monde réel, de découvrir si la vision idéaliste qu'elle avait développée à travers ses recherches pourrait réellement influencer le genre de décision de développement à grande échelle qui façonnait des communautés entières. J'aurais besoin de maintenir mon indépendance académique, dit-elle finalement. Si je découvre que les pratiques de Beaumont Développement sont nuisibles aux communautés, j'aurais besoin de la liberté de le dire publiquement. Bien sûr, répondit immédiatement Madame Beaumont. L'honnêteté intellectuelle est précisément pourquoi cet arrangement serait précieux. Nous avons besoin de quelqu'un qui défiera nos hypothèses, pas simplement qui validera nos approches existantes. Jean-Luc acquiesça de son accord bien qu'Élodie aperçut un éclair de quelque chose, appréhension peut-être, dans son expression. L'accord de consultation inclurait tous les droits de propriété intellectuelle pour toute recherche que vous menez. Votre liberté académique serait protégée. Élodie se renversa dans sa chaise, submergée par l'ampleur de la décision devant elle. 6 heures plus tôt, elle était une étudiante diplômée luttant pour terminer sa thèse sur un ordinateur portable cassé. Maintenant, on lui offrait l'opportunité d'influencer des décisions de développement valant des millions d'euros, de travailler directement avec l'une des sociétés de développement les plus puissantes de la région, de transformer des connaissances théoriques en changements pratiques. « J'aimerais un peu de temps pour réfléchir à cela », dit-elle prudemment. « Bien sûr », répondit gracieusement Madame Beaumont, « bien que j'espère que vous ne prendrez pas trop de temps. Le calendrier du projet Riverside est assez agressif, et le processus d'engagement communautaire nécessite une attention immédiate. » Alors qu'il se préparait à quitter le restaurant, Élodie se retrouva à étudier Jean-Luc plus attentivement qu'elle ne l'avait fait auparavant. Tout au long du repas, elle l'avait regardé lutter avec des idées qui semblaient défier ses hypothèses fondamentales sur les affaires et la responsabilité sociale. Son dédain initial dans le café avait cédé la place à quelque chose de plus complexe, pas une conversion complète à son point de vue, mais au moins une volonté de considérer des perspectives qu'il n'avait pas rencontrées auparavant. Le trajet en voiture de retour vers le quartier d'Élodie fut rempli de conversations confortables sur la théorie de l'urbanisme et l'économie du développement. Madame Beaumont démontra une compréhension étonnamment sophistiquée des finances municipales, tandis que Jean-Luc posa des questions qui suggéraient qu'il essayait sincèrement de comprendre les implications sociales de différentes approches de développement. Lorsqu'ils atteignirent l'immeuble d'appartement d'Élodie, une structure modeste qui semblait presque misérable après le luxe de l'après-midi, Madame Beaumont pressa une carte de visite dans sa main. « Mon numéro personnel », expliqua-t-elle. « N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions sur le poste ou si vous souhaitez discuter de tout aspect de l'opportunité plus en détail. » Alors qu'Élodie se tenait sur le trottoir, regardant la voiture disparaître dans la circulation de l'après-midi, elle se sentit comme si elle émergeait d'un rêve élaboré. La confrontation du matin semblait appartenir à une autre vie,
bien que le souvenir de son explosion publique la fasse encore grimacer d'embarras. Mais l'offre de Madame Beaumont était réelle, documentée dans l'élégante carte de visite qu'elle tenait dans sa main, et le souvenir des réponses étonnamment réfléchies de Jean-Luc à ses questions sur l'impact communautaire et la responsabilité sociale. L'opportunité représentait tout ce qu'elle avait espéré accomplir par son travail académique, la chance d'influencer de véritables décisions de développement, de défendre les communautés qui n'avaient généralement pas de voix dans les processus de planification, de tester si des théories idéalistes pourraient produire un changement pratique. Pourtant, quelque chose dans les événements de l'après-midi la troublait de façon qu'elle ne pouvait pas pleinement articuler. La coïncidence de la présence de Madame Beaumont précisément au moment de la confrontation publique d'Élodie avec Jean-Luc semblait presque trop pratique. La compréhension sophistiquée du développement urbain de la femme plus âgée suggérait une préparation qui allait au-delà de l'intérêt occasionnel. Et la transformation de Jean-Luc du privilège dédaigneux à l'engagement réfléchi semblait presque orchestrée, comme s'il jouait un rôle plutôt que d'expérimenter un véritable changement. Alors qu'Élodie montait les escaliers vers son appartement au 3e étage, elle se retrouva à se demander si elle avait été la bénéficiaire d'une extraordinaire bonne fortune ou si elle était en quelque sorte devenue une participante involontaire dans un drame familial plus complexe, dont la vraie nature restait cachée à sa compréhension. La décision d'accepter l'offre de Madame Beaumont vint à Élodie, non pas comme un moment de clarté soudaine, mais comme l'accumulation graduelle de nécessités pratiques superposées à un espoir prudent. 3 jours de délibération dans son appartement exigu, 3 jours pendant lesquels elle avait fait les 100 pas dans les confins étroits de son espace de vie comme une créature en cage, pesant les possibilités contre les probabilités, l'avaient convaincue que l'opportunité, aussi mystérieuse dans ses origines, représentait sa meilleure chance de réaliser le genre d'impact significatif pour lequel elle était entrée dans le milieu universitaire. Le nouvel ordinateur portable était arrivé exactement comme promis, avec un technicien qui avait réussi à récupérer toutes les données de sa thèse du disque dur endommagé. Cette efficacité seule aurait dû l'avertir qu'elle entrait dans un monde où les problèmes étaient résolus avec une minutie à laquelle son expérience précédente ne l'avait pas préparée à s'attendre. Lorsqu'elle appela Madame Beaumont pour accepter le poste, la satisfaction de la femme plus âgée était évidente même à travers la retenue polie de sa réponse. « Excellent, ma chère », avait dit Madame Beaumont, sa voix portant cette combinaison distinctive de chaleur et d'autorité qu'Élodie commençait à reconnaître comme caractéristique. Jean-Luc sera si content. Il a été assez anxieux de commencer le processus d'engagement communautaire, et votre participation fera toute la différence. Élodie s'était demandé, même alors, si l'anxiété de Jean-Luc provenait de l'empressement à mettre en œuvre de nouvelles approches ou de l'appréhension de travailler avec quelqu'un qui avait publiquement défié sa vision du monde de manière si dramatique. Elle allait découvrir la réponse plus tôt que prévu. Les bureaux de Beaumont Développement occupaient 3 étages d'une tour de verre qui s'élevait du quartier du centre-ville, comme un monument à l'ambition architecturale. Élodie arriva pour son premier jour de consultation, vêtue de sa tenue la plus professionnelle. Un tailleur marine acheté pendant ses années de premier cycle qui avait servi pour des entretiens d'embauche et des conférences académiques, maintenant mise à contribution pour un engagement qui semblait bien plus conséquent que tout ce qu'elle avait précédemment entrepris. L'espace de réception parlait de richesse discrète, sols en marbre poli à la brillance de miroirs, mobilier qui suggérait à la fois le confort et un coût substantiel, art qu'Élodie soupçonnait représenter un investissement significatif plutôt qu'une simple décoration. Elle s'annonça à une réceptionniste dont le comportement professionnel et les vêtements coûteux semblaient confirmer que Beaumont Développement payait ses employés suffisamment bien pour maintenir des apparences cohérentes avec l'image de l'entreprise. Jean-Luc apparut dans les minutes suivant son arrivée, vêtu d'un autre costume impeccablement taillé qui réussissait à suggérer à la fois l'autorité et l'accessibilité. Son salut était cordial mais portait une nuance de quelque chose qu'Élodie ne pouvait pas tout à fait identifier. Peut-être de la nervosité, peut-être le genre de politesse prudente qu'on emploie lorsqu'on traite avec des munitions non explosées. « Élodie », dit-il, tendant sa main avec une formalité qui semblait presque théâtrale après leur rencontre précédente. « Bienvenue à Beaumont Développement. J'espère que vous êtes prête à plonger dans le projet Riverside. Nous avons beaucoup de terrain à couvrir. » Elle le suivit à travers des couloirs bordés de rendus architecturaux et de photographies de développement achevées, chaque image documentant la contribution de l'entreprise à la transformation de la ville au cours des 3 dernières décennies. Les projets allèrent des tours résidentielles de luxe aux centres commerciaux haut de gamme,
tous portant la marque distinctive d'un investissement substantiel et d'une conception sophistiquée. Ce qui frappa Élodie le plus fortement, cependant, ce n'était pas la qualité évidente du travail, mais l'absence de toute reconnaissance visuelle des communautés que ces développements avaient déplacées ou transformées. Le bureau de Jean-Luc occupait un angle du 23e étage du bâtiment. Ses fenêtres du sol au plafond, offrant des vues panoramiques de la ville, s'étendant dans toutes les directions. Élodie se retrouva momentanément distraite par la vue, le même paysage urbain qu'elle avait étudié à travers des cartes et des documents de zonage maintenant étalés devant elle, dans une réalité tridimensionnelle, chaque quartier visible comme faisant partie d'un ensemble complexe, plutôt que des points de données abstraits dans ses recherches. Vue impressionnante, commenta-t-elle, se déplaçant vers les fenêtres avec le genre de fascination qui vient de voir un territoire familier d'une perspective entièrement nouvelle. Elle fournit un contexte utile pour les décisions de planification, répondit Jean-Luc, la rejoignant à la fenêtre. Vous pouvez voir les relations entre différents districts, comprendre comment les corridors de transport connectent les communautés, observer les modèles de développement et de croissance. Élodie acquiesça, bien qu'elle fût frappée par la façon dont la ville apparaissait différemment depuis ce point de vue élevé. Au niveau du sol, elle avait expérimenté l'environnement urbain comme une collection de quartiers distincts, chacun avec son propre caractère et ses défis. Depuis 23 étages au-dessus du niveau de la rue, ces détails intimes se dissolvaient en modèles plus larges d'utilisation des terres et d'infrastructures, une perspective qui pourrait expliquer comment des décisions de développement pourraient être prises avec une attention insuffisante à leur impact humain. Le site du projet Riverside est visible d'ici, continua Jean-Luc, pointant vers une zone où la grille de la ville cédait la place à la ligne sinueuse de la rivière. Vous pouvez voir comment le zonage actuel crée une barrière entre le cœur du centre-ville et les communautés riveraines. Élodie suivit son regard, notant la division claire entre les tours étincelantes du quartier des affaires et les bâtiments de plus faible hauteur qui s'étendaient vers la rivière. Le contraste était frappant. Prospérité et investissement d'un côté, structures plus anciennes, et ce qui semblait être des terrains vacants de l'autre. Ces communautés riveraines, dit-elle, ont été le foyer de familles ouvrières pendant des générations. Le zonage que vous décrivez comme une barrière pourrait aussi être vu comme une protection contre exactement le genre de déplacement que le développement à grande échelle produit généralement. Jean-Luc se détourna de la fenêtre pour étudier son visage, son expression suggérant qu'il recalibrait son approche en fonction de sa réponse. C'est précisément la perspective que nous devons mieux comprendre. L'opposition communautaire à nos propositions initiales a été substantielle. Avez-vous lu les transcriptions des audiences de la commission d'urbanisme ? Demanda Élodie. J'ai examiné les résumés préparés par notre équipe juridique, répondit Jean-Luc. Une note de quelque chose qui aurait pu être de l'embarras se glissant dans sa voix. Élodie ressentit une étincelle familière d'indignation académique. Les résumés préparés par des avocats sont peu susceptibles de saisir les préoccupations réelles soulevées par les résidents. Les perspectives juridiques se concentrent sur la conformité réglementaire et la gestion des responsabilités. Elles ne reflètent pas nécessairement les réalités sociales et économiques que les membres de la communauté essaient d'articuler. Elle s'éloigna de la fenêtre et s'installa dans l'une des chaises disposées autour de la table de conférence de Jean-Luc, sortant son ordinateur portable du sac qu'elle avait apporté. J'ai analysé chaque commentaire public des 6 derniers mois d'audience. Les modèles sont assez clairs une fois qu'on regarde au-delà du cadre juridique. Jean-Luc prit la chaise en face d'elle, son attention apparemment concentrée sur l'écran de son ordinateur portable, alors qu'elle ouvrait les fichiers pertinents. Quel modèle ? 3 préoccupations principales, répondit Élodie, sa formation académique prenant le dessus alors qu'elle organisait ses pensées. Premièrement, l'anxiété de déplacement. Les résidents comprennent que le développement mène généralement à l'augmentation des valeurs immobilières et des loyers, ce qui force les familles qui ne peuvent pas se permettre les augmentations à partir. Deuxièmement, la préservation culturelle. Ces communautés ont établi des réseaux sociaux, des entreprises locales, des institutions communautaires qui fournissent à la fois une stabilité économique et sociale. Le développement à grande échelle perturbe ces réseaux même lorsqu'ils ne déplacent pas directement les résidents. Troisièmement, la participation démocratique. Les résidents sentent que les décisions de développement sont prises sans contribution significative des personnes qui seront les plus affectées par elles. Elle leva les yeux de son écran pour trouver Jean-Luc la regardant avec une expression qu'elle n'avait pas vue auparavant. Quelque chose qui ressemblait presque à de la concentration, comme s'il essayait de mémoriser ses paroles. Ses préoccupations semblent
Raisonnables, dit-il lentement. Elles sont raisonnables, répondit Élodie, peut-être plus vivement qu'elle n'en avait l'intention. La question est de savoir si Beaumont Développement est prêt à les aborder sérieusement ou si vous cherchez quelqu'un pour vous aider à gérer l'opposition communautaire plus efficacement. Le silence qui suivit sa question s'étira assez longtemps pour devenir inconfortable. Jean-Luc semblait peser sa réponse avec un soin inhabituel, comme si ces mots l'avaient forcé à confronter une contradiction interne qu'il n'avait pas précédemment reconnue. « Honnêtement, dit-il finalement, je ne suis pas certain de connaître la différence. » Élodie ressentit un éclair de quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé, de la sympathie pour la confusion apparente de Jean-Luc. Son admission suggérait un niveau de conscience de soi qui était en contradiction avec son évaluation initiale de son caractère, bien qu'elle révélât également à quel point il était mal équipé pour naviguer dans les dynamiques sociales complexes que les projets de son entreprise créaient. La différence, expliqua-t-elle, modérant son ton, est entre l'engagement authentique et la manipulation stratégique. L'engagement authentique signifie être prêt à modifier vos plans en fonction de l'apport communautaire, même si ces modifications réduisent la rentabilité. La manipulation stratégique signifie utiliser l'apport communautaire pour identifier les changements minimaux nécessaires, pour réduire l'opposition sans fondamentalement modifier votre approche. Jean-Luc se renversa dans sa chaise, son regard se déplaçant entre Élodie et la vue de la ville au-delà de ses fenêtres. « Et vous croyez que la plupart des sociétés de développement pratiquent la manipulation stratégique ? Je crois que la plupart des sociétés de développement sont structurées pour maximiser le retour sur investissement pour leurs actionnaires, » répondit Élodie. « Les préoccupations communautaires ne deviennent pertinentes que dans la mesure où elles représentent des obstacles à la génération de profit. Ce n'est pas nécessairement un échec moral, c'est un problème systémique créé par la façon dont nous organisons l'activité économique. » Elle fit une pause, réfléchissant à comment formuler son point suivant sans sembler accusatoire. La question est de savoir si Beaumont Développement est prêt à expérimenter une approche différente, une qui traite le bénéfice communautaire comme une fin en soi, plutôt que simplement un moyen de conformité réglementaire. « C'est ce que ma mère croit que nous devrions faire, » dit Jean-Luc, bien que son ton suggérât qu'il luttait encore avec les implications d'un tel changement. « Que croyez-vous » La question sembla le prendre au dépourvu. Élodie regarda alors qu'il luttait pour formuler une réponse. Sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. « Je crois, » dit-il lentement, « que j'ai passé la majeure partie de ma carrière à prendre des décisions basées sur des projections financières et des analyses de marché, sans donner une considération adéquate à leur impact plus large. Ce matin, j'ai examiné les transcriptions des réunions communautaires que vous avez mentionnées. Pas les résumés juridiques, mais les transcriptions réelles. » Il se leva et se dirigea de nouveau vers la fenêtre, comme si la vue de la ville pouvait fournir de la clarté pour les pensées qu'il essayait d'exprimer. Les résidents qui ont pris la parole lors de ces audiences ne s'opposaient pas au développement parce qu'ils sont anti-progrès ou anti-affaires. Ils essayaient de protéger quelque chose de précieux qu'ils avaient peur de perdre. Élodie sentit un changement dans la température émotionnelle de leur conversation. La reconnaissance de Jean-Luc représentait le genre de percée qu'elle avait espéré, mais n'avait pas osé attendre si rapidement. « C'est exactement ça, » dit-elle. « L'opposition communautaire au développement est rarement idéologique. Elle est pratique. Les gens essaient de préserver les relations sociales et économiques qui font fonctionner leur quartier en tant que communauté, plutôt que simplement des collections d'unités de logement individuelles. » Jean-Luc se détourna de la fenêtre, son expression plus sérieuse qu'elle ne l'avait encore vue. « Donc si nous devions aborder le projet Riverside de cette perspective, prioriser la préservation communautaire aux côtés des objectifs de développement, à quoi cela ressemblerait-il en termes pratiques ?» Élodie sentit son pouls s'accélérer. La question suggérait que Jean-Luc était prêt à aller au-delà de la discussion théorique vers une planification concrète, ce qui était exactement le genre d'engagement qu'elle avait espéré que cet arrangement de consultation pourrait fournir. « Cela commencerait par un véritable partenariat communautaire, » répondit-elle. « Pas des audiences publiques où les résidents sont autorisés à commenter des plans prédéterminés, mais des sessions de planification collaborative où les membres de la communauté participent à l'identification des priorités et à la conception de solutions. » Elle ouvrit un autre fichier sur son ordinateur portable, faisant apparaître une présentation qu'elle avait développée pendant sa recherche de diplôme. Il existe des modèles pour ce genre de partenariat, fiducie foncière communautaire, accords de développement coopératif, programmes d'équité partagée qui permettent aux résidents de longue date de bénéficier de la hausse des valeurs immobilières, plutôt que d'être déplacés par elles.
Jean-Luc se rapprocha pour examiner son écran, son intérêt apparemment authentique. Ces modèles ont-ils été mis en œuvre avec succès dans des projets comparables à Riverside? Plusieurs exemples existent, bien qu'ils soient encore relativement peu courants, répondit Elodie, parcourant des diapositives qui documentèrent des études de cas d'autres villes. Les rendements financiers sont généralement plus faibles que les approches de développement traditionnelles, au moins à court terme. Mais les bénéfices à long terme, stabilité communautaire, coûts d'infrastructure réduits, activité économique locale soutenue, justifient souvent l'investissement initial. Coûts d'infrastructure réduits, Elodie sourit, reconnaissant le moment où la discussion théorique commençait à se connecter avec des préoccupations d'affaires pratiques. Les communautés stables nécessitent moins d'investissements continus dans les services sociaux, la sécurité publique, les systèmes de soutien à l'éducation. Quand le développement déplace des résidents établis, ces coûts se déplacent vers d'autres quartiers, ou nécessitent des dépenses publiques accrues. Le développement qui préserve la communauté internalise ses bénéfices plutôt que d'externaliser les coûts. Jean-Luc étudia les études de cas qu'elle avait affichées, posant occasionnellement des questions qui suggéraient qu'il essayait sincèrement de comprendre à la fois la théorie sociale et les mécaniques économiques impliquées. Elodie se retrouva impressionnée par la qualité de son attention. Quand il se concentrait sur un problème, il semblait capable de saisir à la fois sa complexité et ses implications pratiques. Leur discussion fut interrompue par un coup à la porte du bureau, suivi par l'entrée d'un homme plus âgé qu'Elodie ne reconnaissait pas. Il avait peut-être 55 ans, impeccablement habillé à la manière qu'elle commençait à associer au cadre supérieur, son comportement suggérant à la fois l'autorité et le genre de confiance qui vient de décennies de prise de décision réussie. « Jean-Luc », dit l'homme, son ton portant l'intimité décontractée d'une longue familiarité. « J'espère ne pas interrompre, mais nous devons discuter du calendrier des arrangements de financement de Riverside. » Jean-Luc se leva de sa chaise avec une expression qui semblait mêler respect et méfiance. « Robert, j'aimerais te présenter Elodie Martel, la consultante dont j'ai parlé. Elodie, voici Robert Moreau, directeur financier de Beaumont Développement et ancien partenaire d'affaires de mon père. » Elodie se leva pour accepter la poignée de main de Moreau, notant la façon dont ses yeux évaluaient rapidement son apparence et son comportement avec le genre d'évaluation rapide qu'elle imaginait qu'il appliquait aux investissements potentiels. Son sourire était professionnellement cordial, mais elle détecta quelque chose de plus froid sous sa surface. « Mademoiselle Martel, » dit Moreau, son ton agréable mais transmettant en quelque sorte du scepticisme, « Jean-Luc a mentionné que vous fourniriez des conseils sur les stratégies d'engagement communautaire. Je comprends que vous avez une expertise académique en urbanisme. » « C'est exact, » répondit Elodie, maintenant le contact visuel malgré son sentiment croissant que Moreau voyait sa présence comme problématique plutôt que bénéfique. « Comme c'est intéressant, » continua Moreau, son ton suggérant qu'il ne trouvait rien d'intéressant. « Je ne crois pas que nous ayons précédemment travaillé avec des consultants académiques sur nos projets de développement. Nos relations communautaires ont généralement été gérées par nos équipes juridiques et d'affaires publiques. » Elodie jeta un coup d'œil à Jean-Luc, remarquant la tension qui était entrée dans sa posture depuis l'arrivée de Moreau. « Monsieur Moreau, » dit-elle prudemment, « je pense que les défis avec le projet Riverside suggèrent que les approches traditionnelles des relations communautaires peuvent ne pas être suffisantes pour cette situation particulière. » Le sourire de Moreau s'aiguisa. Les défis avec Riverside découlent d'attentes communautaires irréalistes et d'une opposition coordonnée d'activistes anti-développement. Ce dont nous avons besoin est une messagerie plus efficace, pas des changements fondamentaux à notre approche de développement. Elodie sentit la chaleur familière de l'indignation académique commencer à monter dans sa poitrine. Le rejet par Moreau des préoccupations communautaires comme attentes irréalistes et opposition coordonnée représentait exactement le genre d'attitude qui rendait l'engagement significatif impossible. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Moreau, » dit-elle, sa voix portant le genre de précision mesurée qu'elle avait apprise à employer dans les débats académiques. Caractériser les préoccupations communautaires comme irréalistes ou motivées par des activistes manque les questions substantielles que les résidents soulèvent concernant le déplacement, l'impact économique et la participation démocratique dans les processus de planification. L'expression de Moreau changea, la courtoisie professionnelle cédant la place à quelque chose de plus direct. « Mademoiselle Martel, Beaumont Développement a réussi à compléter des dizaines de projets au cours des 30 dernières années. Notre approche fonctionne parce qu'elle est basée sur des réalités financières et des exigences réglementaires plutôt que des idéaux théoriques.
Votre approche fonctionne pour générer du profit, répondit Élodie, sa formation académique l'aidant à maintenir son calme, malgré la condescendance évidente de Moreau, mais le projet Riverside démontre qu'elle peut ne pas fonctionner pour générer l'acceptation communautaire, qui est de plus en plus nécessaire pour l'approbation réglementaire et le succès du projet à long terme. Jean-Luc avait observé cet échange avec une expression d'inconfort croissant, clairement pris entre son respect pour l'expérience de Moreau et son intérêt apparent pour explorer les approches alternatives qu'Élodie représentait. « Robert, intervint-il, je pense que la perspective d'Élodie pourrait nous aider à comprendre pourquoi l'engagement communautaire de Riverside a été plus difficile qu'anticipé. L'opposition à laquelle nous faisons face semble aller au-delà des préoccupations NIMBY typiques. » Moreau tourna son attention vers Jean-Luc avec une expression qui réussissait à transmettre à la fois l'autorité paternelle et l'impatience professionnelle. « Jean-Luc, l'opposition communautaire est toujours chargée émotionnellement, indépendamment des problèmes sous-jacents. Notre travail est de maintenir l'attention sur la viabilité du projet et la conformité réglementaire, pas de nous laisser distraire par chaque préoccupation soulevée par des résidents qui ne comprennent pas les complexités de l'économie du développement. » Élodie sentit sa composition finalement commencer à glisser. Le rejet désinvolte par Moreau des préoccupations communautaires comme des distractions émotionnellement chargées représentait tout ce qu'elle en était venue à détester dans les approches de développement traditionnelles. L'hypothèse que l'expertise résidait exclusivement chez les promoteurs et leurs consultants, que les membres de la communauté étaient des obstacles à gérer plutôt que des parties prenantes à engager. « Monsieur Moreau, dit-elle, sa voix portant un bord qu'elle n'avait pas entièrement prévu, les résidents qui soulèvent des préoccupations concernant le projet Riverside comprennent des enseignants, des infirmières, des propriétaires de petites entreprises et des leaders communautaires qui ont passé des décennies à construire les réseaux sociaux et économiques qui font fonctionner les quartiers. Leurs préoccupations ne sont pas des distractions émotionnelles. Ce sont des perspectives informées sur la façon dont les décisions de développement affectent la durabilité communautaire. » Le sourire de Moreau disparut complètement. « Mademoiselle Martel, la durabilité communautaire est un luxe qui devient pertinent après que les projets aient atteint la viabilité financière. Notre responsabilité principale est envers nos investisseurs, qui attendent des rendements basés sur des approches de développement éprouvées, plutôt que des programmes sociaux expérimentaux. Et si ces approches de développement éprouvées génèrent une opposition communautaire qui retarde ou empêche l'achèvement du projet ?» défia Élodie. « Si l'approbation réglementaire devient impossible parce que les résidents argumentent avec succès que le projet causera plus de mal que de bien, qu'advient-il des rendements des investisseurs alors ?» Le silence qui suivit sa question était profond. Moreau la regardait avec une expression qui suggérait qu'il recalibrait son évaluation à la fois de ses capacités et de sa menace potentielle pour son approche préférée du projet Riverside. Jean-Luc regardait entre eux avec un inconfort évident, reconnaissant apparemment que la conversation avait dépassé la discussion académique vers quelque chose de plus conséquent. Ce fut Moreau qui rompit le silence, son ton portant une précision qu'Élodie interpréta comme une colère à peine contrôlée. « Mademoiselle Martel, je ne suis pas certain que vous compreniez pleinement les contraintes dans lesquelles le développement immobilier opère. L'engagement communautaire est précieux dans la mesure où il facilite l'approbation et l'achèvement du projet, mais il ne peut pas être autorisé à compromettre l'économie fondamentale du projet. Je comprends parfaitement les contraintes, répondit Élodie, sa formation académique lui permettant de correspondre à son ton d'autorité professionnelle. Ce que je questionne est si ces contraintes sont aussi fixes que vous le supposez, et si des approches qui privilégient le bénéfice communautaire aux côtés du rendement financier pourraient en fait améliorer les résultats du projet à long terme. Moreau se tourna vers Jean-Luc avec une expression qui semblait demander une déclaration de loyauté ou de position. « Jean-Luc, je pense que nous devons clarifier la portée et l'autorité de l'arrangement de consultation de Mademoiselle Martel. Si elle va recommander des changements aux paramètres fondamentaux du projet, ces recommandations doivent être évaluées par rapport aux pratiques commerciales établies et aux attentes des investisseurs. » Élodie sentit le moment équilibré au bord de quelque chose de significatif. Un test peut-être, de savoir si Jean-Luc soutiendrait l'approche expérimentale que sa mère avait préconisée ou s'en remettrait aux méthodes traditionnelles que Moreau représentait. Elle se retrouva à retenir son souffle, attendant de découvrir dans quelle direction la conversation et son arrangement de consultation prendraient finalement. Jean-Luc regarda entre Moreau et Élodie pendant ce qui semblait être une éternité avant de répondre, sa voix portant une fermeté qu'elle n'avait pas entendue de lui auparavant. « Robert, dit-il,
Je pense que les questions d'Élodie sont exactement celles que nous devons poser si nous voulons avancer avec succès avec Riverside. L'opposition communautaire à laquelle nous faisons face suggère que nos approches traditionnelles peuvent nécessiter une modification, indépendamment de leur succès passé. L'expression de Moreau s'assombrit, mais avant qu'il ne puisse répondre, Jean-Luc continua. J'ai demandé à Élodie de mener une revue complète de notre stratégie d'engagement communautaire et de recommander des modifications qui pourraient améliorer à la fois l'acceptation communautaire et les résultats du projet. Ces recommandations seront évaluées sur leur mérite, y compris leur impact potentiel sur l'économie du projet. Élodie ressentit une vague de quelque chose qu'elle n'avait pas attendu, gratitude, mêlée de respect pour la volonté de Jean-Luc de soutenir une approche qui rendait clairement son cadre supérieur mal à l'aise. Le moment semblait significatif au-delà de son contexte immédiat, comme s'il représentait un choix fondamental sur la direction que Beaumont Développement poursuivrait pour aborder les défis complexes du développement urbain contemporain. Les semaines qui suivirent la confrontation d'Élodie avec Robert Moreau se déroulèrent avec le genre d'intensité qui vient quand des principes théoriques rencontrent l'application pratique sous l'examen d'enjeux financiers substantiels. Élodie se jeta dans le projet Riverside avec la ferveur de quelqu'un qui reconnaissait qu'on lui donnait l'opportunité de tester chaque conviction qu'elle avait développée pendant sa carrière académique. Le processus d'engagement communautaire qu'elle conçut représentait un départ radical de l'approche traditionnelle de Beaumont Développement. Au lieu d'audiences publiques où les résidents pouvaient commenter des plans prédéterminés, elle organisa des ateliers collaboratifs où les membres de la communauté participaient directement à l'identification des priorités et à la conception de solutions. La réponse du quartier Riverside dépassa même les projections optimistes d'Élodie. Marie Dubois, l'assistante d'enseignante déplacée dont l'histoire avait tant ému Élodie pendant sa recherche, devint l'une des défenseurs les plus passionnés du projet lorsqu'elle apprit que le développement inclurait des unités abordables spécifiquement réservées aux membres de la communauté qui avaient été exclus du quartier par les prix. Les propriétaires d'entreprises locales, initialement méfiants de tout développement qui pourrait menacer leur clientèle, commencèrent à voir des opportunités d'expansion lorsque les ateliers d'Élodie révélèrent le potentiel d'augmentation du trafic piétonnier et de l'activité économique. Jean-Luc s'avéra être un partenaire plus capable qu'Élodie n'avait osé espérer. Sa maladresse initiale avec l'engagement communautaire céda la place à une curiosité authentique concernant les préoccupations soulevées par les résidents, et sa formation commerciale lui permit d'identifier des mécanismes de financement créatifs qui pouvaient accommoder les priorités communautaires sans abandonner complètement les considérations de rentabilité. Élodie observa avec fascination alors qu'il naviguait dans des conversations avec les leaders de quartier, apprenant progressivement à écouter la substance sous les expressions émotionnelles de préoccupation ou d'opposition. La transformation était peut-être la plus évidente pendant une session d'atelier particulièrement difficile, où des résidents de longue date confrontaient la douloureuse réalité qu'un certain degré de changement de quartier était inévitable, indépendamment de l'approche de développement spécifiquement adoptée. Élodie observa Jean-Luc alors qu'il écoutait un homme âgé décrire comment il avait vu sa communauté perdre progressivement son caractère à cause de l'augmentation des loyers et des changements démographiques, notant la façon dont l'inconfort initial de Jean-Luc évoluait vers quelque chose qui ressemblait à une véritable empathie. « Monsieur Durand », avait dit Jean-Luc, sa voix ne portant aucune de la distance professionnelle qui avait caractérisé ses premières interactions communautaires, « je ne peux pas promettre que le développement n'apportera pas de changement à votre quartier, mais je peux promettre que nous structurerons ce projet pour garantir que les résidents de longue date comme vous bénéficient de ces changements, plutôt que d'en être déplacés. » Élodie avait senti quelque chose changer dans son évaluation de Jean-Luc pendant cet échange. L'homme qui avait rejeté le désastre de son ordinateur portable avec une indifférence désinvolte était clairement capable d'évolution, de développer le genre d'imagination morale que l'engagement communautaire efficace exigeait. Elle commença à comprendre pourquoi Madame Beaumont avait vu un potentiel chez son fils qu'il n'avait pas encore reconnu lui-même. Mais ce fut lors d'un dîner privé à la résidence familiale Beaumont qu'Élodie commença enfin à comprendre toute la complexité de la situation dans laquelle elle avait été entraînée. Madame Beaumont avait étendu l'invitation, avec le genre d'insistance gracieuse qu'Élodie apprenait à reconnaître comme caractéristique, formulée comme une courtoisie sociale, mais portant le poids d'une attente qui rendait le refus pratiquement impossible. La résidence Beaumont occupait plusieurs hectares dans le quartier le plus exclusif de la ville,
son architecture géorgienne et ses terrains méticuleusement entretenus, suggérant le genre de richesse générationnelle qui façonne les familles, autant que les comptes bancaires. Élodie arriva portant sa robe la plus formelle, un simple vêtement noir qui avait servi pour des conférences académiques et restait sa seule option vraiment élégante, consciente d'entrer dans un monde où son éducation ne lui fournissait aucune orientation pour un comportement approprié. Madame Beaumont l'accueillit avec la chaleur à laquelle elle s'était attendue, mais Élodie détecta quelque chose de différent dans le comportement de la femme plus âgée. Un sentiment d'anticipation qui suggérait que la soirée avait une signification au-delà de la simple courtoisie sociale. Jean-Luc était déjà présent, habillé de vêtements décontractés qui parvenaient néanmoins à suggérer à la fois le confort et un coût considérable, sa manière plus détendue que ce qu'Élodie avait encore observé dans des cadres professionnels. Le dîner lui-même était servi par un personnel dont l'efficacité invisible parlait d'années de formation et de rémunération substantielle, la conversation parcourant des sujets qui révélaient l'étendue des intérêts intellectuels et des connexions sociales de Madame Beaumont. Élodie se retrouva à discuter de tout, de la théorie des finances municipales à la littérature contemporaine, se détendant progressivement en réalisant que ses hôtes étaient véritablement intéressés par ses perspectives, plutôt que de simplement remplir des obligations sociales. Ce fut pendant le service du vin, un millésime qu'Élodie soupçonnait valoir plus que son loyer mensuel, que Madame Beaumont révéla finalement le but sous-jacent de la soirée. « Élodie, ma chère, dit-elle, son ton portant le genre de signification désinvolte qu'Élodie avait appris à reconnaître comme dangereuse. J'ai suivi votre travail sur le projet Riverside avec grand intérêt. Jean-Luc me dit que la réponse de la communauté a été extraordinaire. » Élodie jeta un coup d'œil à Jean-Luc, remarquant une tension dans sa posture qui suggérait qu'il était aussi incertain des intentions de sa mère qu'elle l'était. « L'approche collaborative a été plus réussie que je ne l'avais anticipé, répondit-elle prudemment. Les membres de la communauté semblent véritablement enthousiastes à propos de la possibilité d'un développement qui serve leur intérêt plutôt que de les déplacer. En effet, acquiesça Madame Beaumont, prenant une délicate gorgée de vin, et Jean-Luc semble avoir développé une assez grande appréciation pour vos méthodes innovantes. Élodie sentit la chaleur monter à ses joues, alors qu'elle reconnaissait la direction que prenait la conversation. Tout au long de leur semaine de collaboration, elle était devenue de plus en plus consciente de Jean-Luc, comme étant plus qu'un simple collègue professionnel. Ses questions réfléchies, sa sensibilité croissante aux préoccupations communautaires, sa lutte évidente pour réconcilier son origine privilégiée avec les réalités sociales que son travail l'avait forcé à affronter, tout cela contribuait à une complexité qu'elle trouvait étonnamment attrayante. Mais elle avait attribué ses sentiments croissants à la satisfaction de voir quelqu'un changer véritablement, en réponse à de nouvelles idées, au plaisir professionnel d'une collaboration réussie, rien de plus conséquent que cela. La possibilité que Madame Beaumont ait observé quelque chose de plus profond dans leurs interactions était à la fois exaltante et terrifiante. « Mère, dit Jean-Luc, sa voix portant une note d'avertissement. « Je ne pense pas. »« Baliverne » répondit Madame Beaumont avec le genre d'autorité maternelle qui ne souffrait aucune contradiction. « Élodie a clairement une influence profonde sur ta pensée, à la fois professionnellement et personnellement. Je peux difficilement être censé ignorer des développements aussi évidents. » Élodie se retrouva à fixer son verre de vin, incertaine de comment répondre à une reconnaissance aussi directe de sentiments qu'elle avait à peine admis à elle-même. La situation semblait surréaliste. On parlait d'elle comme si elle n'était pas présente. Son potentiel romantique évalué par une femme qui avait orchestré leur introduction dans des circonstances qui semblaient maintenant beaucoup plus calculées que fortuites. « Madame Beaumont, dit-elle finalement, levant les yeux pour rencontrer le regard expectatif de la femme plus âgée. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous suggérez. » Le sourire de Madame Beaumont portait la satisfaction mêlée à quelque chose qui aurait pu être de la fierté maternelle. « Élodie, ma chère, je suggère que vous et Jean-Luc avez développé exactement le genre de partenariat que j'avais espéré voir. Une collaboration professionnelle basée sur des valeurs partagées et un respect mutuel, avec le potentiel pour quelque chose de plus profond si vous êtes tous deux assez sages pour le reconnaître. » Le silence qui suivit cette déclaration s'étira jusqu'à ce qu'il devienne presque insupportable. Élodie regarda entre la mère et le fils, essayant de comprendre les dynamiques en jeu sous la surface de ce qui semblait être un simple dîner de famille. Jean-Luc semblait aussi stupéfait par la franchise de sa mère qu'Élodie se sentait, bien que son expression suggérât que l'idée elle-même n'était pas entièrement malvenue. « Marguerite Beaumont », dit lentement Élodie, utilisant le nom complet de la femme plus âgée avec une formalité délibérée.
Avez-vous orchestré notre rencontre dans le café » L'expression de Madame Beaumont se transforma en quelque chose qui approchait la confusion, bien que sa composition essentielle restât intacte. Il se peut que j'aie été consciente que Jean-Luc fréquentait cet établissement particulier, à ce moment particulier de la journée. Et il se peut que j'aie suggéré que vous pourriez le trouver comme un endroit approprié pour travailler sur votre thèse. Élodie ressentit un mélange complexe d'émotions. Colère d'avoir été manipulée, admiration pour la sophistication de la manipulation, et une compréhension croissante que les manigances matrimoniales de Madame Beaumont avaient été motivées par des considérations qui allaient bien au-delà du sentiment romantique. « Vous avez lu ma proposition de thèse », continua Élodie, les pièces du puzzle commençant à s'aligner dans son esprit. « Vous saviez exactement quel genre de personne j'étais, quel genre de valeurs je représentais, avant même de me rencontrer. Je savais que vous possédiez la rigueur intellectuelle et le courage moral dont Beaumont Développement avait besoin s'il allait évoluer au-delà de ses limitations actuelles, répondit Madame Beaumont sans embarras apparent. Je soupçonnais également que vous pourriez fournir exactement le genre de défi et d'inspiration dont Jean-Luc avait besoin pour développer son plein potentiel en tant qu'homme d'affaires et être humain. Jean-Luc trouva finalement sa voix, bien qu'elle portât une note de quelque chose entre l'étonnement et l'exaspération. Mère, vous ne pouvez pas simplement décider que deux personnes devraient tomber amoureuses et puis manipuler les circonstances pour que cela arrive. Je peux certainement créer des opportunités, répondit Madame Beaumont avec dignité. Ce qui se développe à partir de ces opportunités dépend entièrement des personnes impliquées. Élodie se leva de la table, ayant besoin de mouvement pour traiter l'extraordinaire révélation que toute son opportunité professionnelle avait été conçue comme un schéma élaboré de rencontres amoureuses. La salle à manger des Beaumont lui semblait soudain claustrophobe, ses proportions élégantes et son mobilier de valeur semblant se refermer autour d'elle comme les éléments d'un piège élaboré. « Élodie » dit Jean-Luc, se levant pour la suivre vers les grandes fenêtres qui surplombaient les jardins formels de la propriété. « S'il vous plaît, ne jugez pas ma mère trop sévèrement. Ses méthodes sont parfois non conventionnelles, mais ses motifs sont sincères. » Élodie se tourna pour lui faire face, frappée par la complexité de ses propres émotions. Le respect professionnel qu'elle avait développé pour Jean-Luc au cours des dernières semaines demeurait inchangé, mais il était maintenant compliqué par la connaissance que leur collaboration avait été orchestrée par la soigneuse orchestration de sa mère. Encore plus déroutant était sa prise de conscience que ses sentiments personnels grandissants pour Jean-Luc semblaient exister indépendamment des circonstances qui les avaient réunis. « Jean-Luc, dit-elle, sa voix plus calme qu'elle ne l'avait voulu, comment puis-je savoir ce qui est réel entre nous et ce qui est le résultat de la manipulation de votre mère ?» Il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse voir l'incertitude authentique dans ses yeux gris. Parce que la manipulation peut créer des opportunités, mais elle ne peut pas créer des sentiments. Ce qui s'est développé entre nous, professionnellement et personnellement, s'est produit à cause de qui nous sommes, pas à cause des plans de ma mère. Élodie étudia son visage, cherchant des preuves de sincérité ou de tromperie. Ce qu'elle trouva était quelque chose de plus complexe. Un homme luttant pour comprendre ses propres émotions, tout en faisant face à la réalisation que sa mère avait orchestré des événements qu'il avait attribués au hasard ou au développement naturel. « Et qu'est-ce qui s'est développé entre nous ?» demanda-t-elle, la question portant plus de poids qu'elle n'en avait eu l'intention. Jean-Luc resta silencieux pendant un long moment, apparemment considérant non seulement sa réponse, mais les implications de la réponse qu'il choisirait de donner. Quand il parla, sa voix portait le genre d'honnêteté prudente qu'elle avait appris à associer à ses moments les plus réfléchis. « J'ai passé le mois dernier à travailler avec quelqu'un qui remet en question tout ce que je pensais comprendre sur les affaires, sur la responsabilité sociale, sur l'impact des choix que je fais chaque jour, dit-il. Vous m'avez forcé à voir mon travail et mon monde à travers des yeux différents, et j'ai découvert que j'aime la personne que je deviens quand j'essaie d'être à la hauteur de vos attentes. » Élodie sentit son pouls s'accélérer à ces paroles, reconnaissant en elle un écho de sa propre expérience. Travailler avec Jean-Luc avait révélé des capacités d'application pratique de ses idéaux qu'elle ne savait pas posséder, lui avait montré que l'écart entre la théorie et la pratique n'était pas aussi infranchissable qu'elle l'avait craint. Au-delà de cela, continua Jean-Luc, sa voix baissant à un ton qui portait l'intimité malgré le cadre formel, je me suis retrouvé à penser à vous d'une manière qui n'a rien à voir avec le projet Riverside ou les plans de ma mère. Quand je vous regarde animer des ateliers communautaires, quand vous vous passionnez pour la politique de logement abordable, quand vous remettez en question des hypothèses que tout le monde accepte simplement,
Vous devenez la personne la plus captivante dans n'importe quelle pièce. Élodie sentit quelque chose changer dans sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le vin qu'ils avaient bu. Malgré l'orchestration élaborée qui les avait réunis, malgré les dynamiques familiales complexes et les considérations professionnelles qui entouraient leur relation, les paroles de Jean-Luc portaient une qualité de sentiment authentique en laquelle elle avait confiance. « Votre mère, dit-elle, jetant un regard vers la salle à manger où Madame Beaumont restait assise, avec l'expression patiente de quelqu'un de confiant dans le résultat des événements qu'elle avait mis en mouvement, est une femme extraordinairement manipulatrice. Oui, admit facilement Jean-Luc. Elle a aussi généralement raison sur les personnes et leur potentiel de croissance et de bonheur. » Élodie se retrouva à rire, malgré la complexité de ses émotions. « Et cela ne vous dérange pas d'être manipulé ? » « Ça me dérange d'être manipulé sans ma connaissance, » répondit Jean-Luc, son ton devenant plus sérieux. « Mais si le résultat est de rencontrer quelqu'un qui me donne envie de devenir une meilleure personne, qui me met au défi d'utiliser mes avantages pour quelque chose de plus significatif que la génération de profits, qui me fait sentir que le travail que je fais pourrait réellement compter, alors je suis reconnaissant pour la manipulation. » La voix de Madame Beaumont porta depuis la salle à manger, où elle avait apparemment écouté leur conversation avec le genre d'intérêt sans vergogne qu'Élodie commençait à reconnaître comme caractéristique. « Avez-vous tous deux terminé votre conférence privée ? Je crois que le dessert est servi et j'ai du champagne que j'ai gardé pour une occasion spéciale. » Élodie regarda Jean-Luc, notant le mélange d'embarras et d'affection avec lequel il considérait le comportement de sa mère. « Elle a vraiment planifié tout cela, n'est-ce pas ? La rencontre au café, l'offre d'emploi, ce dîner, tout. Je commence à soupçonner qu'elle planifie cela depuis des mois, admit Jean-Luc, possiblement depuis qu'elle a lu pour la première fois au sujet de vos recherches et a décidé que vous représentiez tout ce qu'elle pensait que j'avais besoin de rencontrer. » Élodie ressentit une autre vague d'émotions complexes. Irritation d'avoir été traitée comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, admiration pour la sophistication de la planification de Madame Beaumont et une appréciation croissante pour la préoccupation authentique de la femme plus âgée, pour le développement personnel et moral de son fils. « Et comment vous sentez-vous d'être le sujet d'une interférence maternelle aussi étendue ?» demanda-t-elle. Jean-Luc considéra la question avec le genre d'attention soigneuse qu'il avait appris à apporter aux problèmes complexes. « Je sens que ma mère comprend des choses sur ce dont j'ai besoin, que je n'ai pas été assez sage pour reconnaître moi-même. Et je sens que protester contre ces méthodes serait plutôt hypocrite, étant donné qu'elles m'ont apporté exactement ce que je ne savais jamais que je cherchais. » Élodie se retrouva à se rapprocher de Jean-Luc, attirée par l'honnêteté dans sa voix et la certitude croissante que ce qui s'était développé entre eux transcendait les circonstances de son origine. « Et que cherchiez-vous ? Quelqu'un qui verrait des possibilités que je ne pouvais pas imaginer, » répondit Jean-Luc, sa voix portant le genre d'intensité qui rendait Élodie très consciente de l'espace qui se rétrécissait entre eux. « Quelqu'un qui se soucierait assez des choses importantes pour risquer de se disputer avec moi en public. Quelqu'un qui me donnerait envie de mériter les avantages qui m'ont été donnés. » Élodie sentit son souffle se couper alors qu'elle reconnaissait dans ses paroles une description non seulement de ce qu'il avait cherché, mais de ce qu'elle avait cherché aussi. Quelqu'un qui prendrait ses idéaux assez sérieusement pour l'aider à les transformer en changements pratiques, qui fournirait les ressources et le soutien nécessaires pour avoir un impact réel, qui verrait sa passion pour la justice comme une force plutôt que de la naïveté. « Élodie ?» dit Jean-Luc, sa voix descendant à peine au-dessus d'un murmure. « Ma mère a peut-être orchestré notre rencontre, mais elle ne peut pas orchestrer ce qui se passe ensuite. C'est quelque chose que seuls nous pouvons décider. » Élodie regarda dans ses yeux gris, y voyant la même complexité de sentiments qu'elle reconnaissait en elle-même. Respect professionnel superposé à l'attraction personnelle, valeurs partagées créant la fondation pour quelque chose de plus profond, la possibilité d'un partenariat qui pourrait les transformer tous deux en meilleure version d'eux-mêmes. « Que pensez-vous qu'il devrait se passer ensuite ?» demanda-t-elle, la question portant des implications qui s'étendaient bien au-delà du moment immédiat. La réponse de Jean-Luc vint non pas en mots, mais dans la douce pression de sa main contre sa joue, le mouvement prudent alors qu'il se penchait plus près, la question dans ses yeux qui demandait la permission pour ce qu'ils savaient tous deux était sur le point de se produire. La réponse d'Élodie fut l'élimination des derniers centimètres entre eux, l'acceptation du baiser qui semblait représenter non seulement l'attraction personnelle, mais la reconnaissance d'un partenariat qui pourrait s'avérer plus transformateur que l'un ou l'autre n'avait osé espérer. De la salle à manger vint le son du champagne étant ouvert, suivi par la voix de Madame Beaumont portant satisfaction et triomphe maternel. « Je crois que la soirée se déroule exactement comme prévu, »
annonça-t-elle à personne en particulier, bien qu'Élodie soupçonna que le commentaire était destiné à leurs oreilles. Alors que les bras de Jean-Luc l'entouraient, Élodie se retrouva à penser qu'elle avait commencé la journée en criant sur le mauvais millionnaire et la terminait en embrassant le bon, bien que la distinction eût moins à voir avec la richesse qu'avec la capacité de croissance, la volonté d'être changé par l'amour et le courage d'utiliser le privilège au service de la justice. Le projet Riverside deviendrait un modèle pour le développement centré sur la communauté, attirant l'attention des urbanistes et des défenseurs de la justice sociale à travers le pays. Élodie terminerait sa thèse avec distinction et accepterait un poste permanent chez Beaumont Développement, transformant éventuellement l'entreprise en l'une des firmes de développement les plus innovantes et socialement responsables de la région. Mais tout cela se trouvait dans le futur. Dans le moment présent, Élodie était contente d'être tenue par quelqu'un qui avait appris à voir le monde à travers ses yeux, tandis que sa mère extraordinairement manipulatrice ouvrait du champagne en célébration d'un plan qui avait réussi au-delà même de ses attentes considérables. Parfois, réfléchit Élodie, les transformations les plus importantes commencent par le courage de dire la vérité au pouvoir, même quand, surtout quand, ce pouvoir s'avère appartenir à exactement la bonne personne.